avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité. Au Figaro Magazine. Bonjour Judith. Bonjour Valérie. La une du Figaro Magazine cette semaine? C'est une bonne question. Ah bon, d'accord. Bon, vous me le direz à 11h. Docteur en droit, vice-présidente de Territoire de Progrès, vous avez publié Laïcité et République aux éditions L'Harmattan. Rafik Smati, bonjour, vous êtes chef d'entreprise. Bonjour Valérie. Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne. Et on vous retrouve tous les mercredis sur Sud Radio dans le Grand Matin de Patrick Roger et Cécile de Ménibus. Que pensez-vous de ce reconfinement? Est-ce qu'il faut reconfiner les plus jeunes? On en parlera avec vous. La France revoit déjà la baisse du nombre encore et toujours tous ces sujets. Petit tour de table sur ce qui a retenu votre attention. Allez, on va voguer avec Rafik Smati. Ça nous sort un petit peu du sujet Covid. Période difficile. Une information qui est quasiment passée inaperçue, mais depuis cette semaine, la France dispose de la première surface maritime. Le plateau continental, c'est-à-dire les terres françaises sous la mer, notamment autour de l'île de la Réunion. Et nous avons 150 000 environ kilomètres carrés de zone économique exclusive en plus, ce qui est le premier empire maritime du monde. La France des terres et la France de la mer, si vous additionnez toutes ces surfaces, ça donne un pays plus grand que la Chine. Pays qui dispose d'un empire, les ressources maritimes, vous avez des ressources minérales, halieutiques, fantastiques, c'est un véritable projet de conquête. Donc ne boudons pas. Dans cette période difficile, osons-le, cocorico. Oui, cocorico, encore faudrait-il qu'on soit à la hauteur peut-être de cette... Des choses qui s'improvisent. Bon, très bien. Avec qui on va continuer? Avec Najwa. Najwa, c'est un coup de gueule. Alors aujourd'hui, il y a très récemment parlé d'un restaurateur basé à Nice, défiant les autorités françaises en ouvrant illégalement mercredi dernier sa brasserie. Dans différents médias. Alors oui, dans sa profession, des personnes l'ont soutenu, mais il y a aussi élevé contre lui dans cette même profession, craignant une mauvaise publicité. Alors qu'ils se disent qu'à comble, on l'apprend hier soir, c'est que ce restaurateur rebelle emploie un cuisinier en situation suite au contrôle de la police. Donc moi, ma question, c'est de savoir, ce restaurateur défiant la loi, est-ce qu'il va hésiter à se mettre en danger en entamant une grève de la faim pour arracher la régularisation de son apprenti guinéen menacé d'école après les dernières nouvelles, que cela ne soit pas le chemin pris par ce restaurateur rebelle. Oui, c'est vrai que s'il n'y a pas... Une personne en situation irrégulière n'a pas vocation à rester sur le sol français, d'une part. D'autre part, ce restaurateur... Ça fait 9 ans qu'il était là. Oui, on ne connaît pas son dossier, la demande a été rejetée. Par ailleurs, le restaurateur donne l'exemple de l'irresponsabilité, parce que respecter les gestes barrières et le faire sans masque, sans aucune distanciation entre les tables, c'est la démonstration.
Mauvaise publicité, c'est-à-dire qu'on a tendu le micro qu'à ceux qui le soutenaient dans sa démarche, et par contre, donné. Si, il y en a qui l'ont dit, mais ici même, on avait Norbert Tarrer qui a dit que lui, il appliquait les il y a quand même un certain nombre de voix qui se sont élevées contre cette ouverture. Donc la garde à vue pour le restaurateur, pour être précis, a été qui a été décrété pour ce homme qui est en situation sur restaurateur, parce que je comprends que les restaurateurs aujourd'hui en aient assez, en aient marre et ont envie de se rebeller, mais il y avait dans l'attitude de cet homme une provocation extrêmement pas cautionnée. Oui, j'ai beaucoup d'auditeurs qui me disent qu'on dit une fake news, qu'on donne une fausse information. Non, il y a bien pour recours à un étranger sans filtre, ça concerne sans titre, pardon, ça concerne le restaurateur, et il y a bien une ici. Oui, mais ce que je disais, ça fait 10 ans qu'il était sur le territoire. Enfin, c'est symptomatique de la restauration aussi, de dire à un moment, on a beaucoup de sympathie. D'arriver à virer des gens qui travaillent, qui cotisent. On marque une pause et on se d'exploitation aussi. Oui, on se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité. On est en de droit, vice-présidente de Territoire de Progrès. Vous avez publié Laïcité et République aux éditions L'Harmattan. Rafik Smati, chef d'entreprise, président du mouvement Objectif. Et Judith Weintraub, grand reporter au Figaro Magazine. Ça va, Judith? Oui. Vous avez retrouvé la une ou pas? Oui, j'ai retrouvé la une. Pardon. Peut-on encore vaincre l'islamisme? Et nous avons organisé un débat entre Gérald Darmanin de l'islamisme. De l'islamisme, en fait, qui fait écho au territoire perdu de la République, écrit en 2002. Confortant les principes républicains, va arriver en séance publique le 1er février à l'Assemblée nationale. Lundi prochain. Je de l'Hôtel-Dieu qui a dénoncé hier dans un communiqué un système de passe-droit qui aurait permis à du personnel administratif de la mairie de Paris de se faire vacciner. Donc des doses qui en plus étaient réservées à du personnel soignant. Vous savez que l'Hôtel-Dieu normalement est mobilisé pour les personnels soignants, les morbidité sur simple piston. Bon, je pense que ça n'étonnera pas à vérifier. Encore une fois, c'est une information donnée par la CGT. La mairie a qui avaient droit à la vaccination parce qu'ils étaient soit en contact avec des malades, soit qui présentaient des comorbidités, mais que pour être sûr, elle va quand même faire une enquête. Oui, d'accord. Et qui apparemment m'a évoqué des gens qui n'avaient pas de comorbidité, mais à vérifier. Pardon, Alexis. Parce qu'il a eu plus de temps pour développer par rapport à sa tribune, où il n'appelait pas à un coup d'État, m'a-t-il dit, mais plutôt à une responsabilité collective contre ce coronavirus. Il faut rester vigilant. Et je crois que même si sa tribune a pu être mal lue et assez maladroite, peut-être... Ça dit quelque chose sur la représentation nationale. C'est un joli euphémisme. Ouais, mais il est surprenant, Francis Lalanne. Alors, au-delà de la caricature, le poète, machin.
quand on voit la majorité, La République En Marche, qui dissout la commission d'enquête sur le coronavirus la nuit à l'Assemblée, et que les oppositions sont totalement démunies. De contre-pouvoir dans ce qui est devenu la Ve République. Si Francis Lalanne est aujourd'hui le contre-pouvoir, on peut il n'est pas le contre-pouvoir, mais il réfléchit disant, si on réfléchit au cadre constitutionnel de la République, on est en train de le quitter, et à grandes enjambées, et pas seulement à petits pas. Et c'est ça qui devrait nous... Interview sur le Monde Moderne que j'ai fait de Francis Lalanne, parce que c'est étonnant de l'entendre parler. Alors je lui demande, mais comment vous devenez constitutionnaliste? C'est quand même un métier à... Qui connaissent ça. Et la question des droits et des devoirs du citoyen, elle est centrale dans cette crise du virus, dans la façon dont on nous traite comme de se réapproprier le fait politique, mais de manière personnelle. C'est une responsabilité collective, ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est pas simplement... À un moment, on respecte les gestes barrières. J'ai déjà eu ce débat cette semaine, je ne sais plus avec qui. Vous avez, vous, les compétences pour estimer de ce qui est bien ou pas bien pour les citoyens Moi, s'il y a un truc où j'ai les compétences, oui, je pense que le Conseil de défense est un truc complètement débile et que ça ne devrait pas être... De défense ou sanitaire? Un Conseil de défense sanitaire. Enfin, ce conseil... Bon, faudra arrêter, c'est pas ça la République ni la démocratie. Et ça, j'ai les compétences pour le voir. Et je pense que je suis pas le seul. Rafik Smati, il y a Et aujourd'hui, on peut être contre le gouvernement, contre l'action du président de la République, de ses décisions, sentir le sentiment que vient de le mener Francis Lalanne, notamment dans sa tribune. C'est pas caricatural, justement. Si, renverser, faire appel à l'armée, etc. Antipode de la vision équilibrée, raisonnable, intelligente, qui devrait être celle d'une opposition citoyenne aujourd'hui. Et ça, je le regrette. C'est pour ça que je lui ai donné la parole, parce qu'en réalité... Judith, un commentaire? Non, je suis parfaitement d'accord avec Rafik sur le cas Lalanne, mais en revanche... en ce moment, que ce soit par le Conseil de défense sanitaire, dont vous savez que rien ne peut fuiter, parce que sinon l'auteur des fuites... Avec ces fausses concessions telles que on a fait Jean Castex en annonçant que le couvre-feu éventuel... On regarde précisément, le vote ne sera pas contraignant. Donc voilà, c'est un vote pour la galerie. Et travaux de la mission d'information de l'Assemblée nationale est très préoccupante. Il n'y a plus que le Sénat pour faire un peu le boulot. Oui, Najwa, un mot sur Francis Lalanne et son appel à la rébellion. Francis Lalanne. Assez scandaleux qui m'ont fait sauter de ma chaise, mais bon, je ferme la parenthèse. Par contre, ce qui est vrai, c'est que il est regrettable parce que dans une démocratie, le Parlement ne doit pas être une chambre d'enregistrement. Il doit être aussi un contre-pouvoir. Et donc, on peut le regretter sur cette question, mais aussi sur... Je pense que, on peut que regretter que le Parlement soit mis de côté. Ouais. Allez, on va marquer avec vous d'une formidable...
initiative. À tout de suite. Sur Sud Radio pour le 10h midi, on va revenir sur la vaccination, sur le confinement hybride. Alors, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. On va essayer de... Oui, un coup de gueule contre Elisabeth Moreno, qui a pris la place de Marlène Schiappa à l'égalité femmes-hommes et à la diversité. Alors, elle avait célébré à sa nomination, dans un discours, la complémentarité entre les hommes et les femmes, ce qui lui avait valu de la dernière ignominie de parler de ça. Mais ensuite, ça s'est pas mal dégradé. Elle était dans les réunions internes préparatoires à la loi qui conforte les principes républicains. Elle ne jure que par les quotas qu'elle veut imposer partout, à tel point qu'elle va proposer de la diversité pour compter toutes les minorités, c'est-à-dire en entreprise. Voilà, toutes les entreprises. C'est-à-dire la façon, je trouve, la pire, d'assigner les gens à résidence, soit ethnique, soit religieuse. Les femmes, les hommes, les transgenres, voilà, on sera tous dans nos petites cases. Et moi, je trouve ça délicat. Parce que, évidemment, si vous êtes une femme noire promue en entreprise, vous allez déclencher été promue. C'est absolument abominable. Et elle va lancer une grande consultation citoyenne sur la discrimination. Sur le média brut. Et pour cette grande consultation, elle va s'associer à Claire Hédon, le Claire Hédon vient de s'illustrer en défendant le burkini à la demande de Baraka City. Oui. Donc oui, il y avait une que c'était une discrimination, que ça pouvait être discriminante, une décision discriminante d'interdire le burkini. Ce que je ne comprends pas, c'est que les statistiques ethniques peut-être déclaratif. Mais c'est étrange, c'est encore une fois du en même temps. Je ne sais pas qui veut réagir à Fix Mathis, c'est-à-dire qu'on va avoir effectivement des choses, des décisions qui vont dans un sens, enfin encore que cet observatoire de la diversité n'est pas forcément dans ce sens-là, mais que souhaite par exemple un jeune issu de la diversité, c'est être embauché pour ses qualités, pour l'adéquation qu'il peut avoir avec le job en quelqu'un qui est issu de la diversité, qui se retrouve à un quota dans une plaquette de communication pour vanter les à n'importe quel concerné, ils ont envie d'être reconnus pour ce qu'ils sont, non pas pour leurs origines ou ce dont ils sont censés venir. Donc c'est société avec cette logique multiculturelle, et ça rompt profondément avec ce qu'est fondamentalement la France et la République. Oui. Najwa ? Qui ont été dit, en principe, c'est vrai que les statistiques ethniques sont interdites. Néanmoins, vous avez des exceptions, hein, faut le savoir. Là, c'est recherche, donc je pense que c'est plus un contournement. Et c'est vrai, comme ce qui a été rappelé, vous avez une idéologie qui nous
prend de la place, prend du terrain, et c'est une addition des différentes communautés, donc du genre, Et on rappelle que les personnes les plus discriminées à l'emploi sont les personnes handicapées, les personnes qui ont été mandatées par le gouvernement pour travailler sur les discriminations à l'emploi. On leur a demandé une étude sur les transgenres, qui représente d'un mouvement qui nous vient des États-Unis, parce que Elisabeth Moreno vient aussi de dire dans le la seule solution, c'était de former les jeunes aux stéréotypes de genre. Bref, elle veut importer officiellement en France les gender. Elle est totalement en phase avec ces groupes néo-féministes, décoloniaux, qui déjà infestent dans les grandes écoles aussi, à Sciences Po aussi, dans toutes les grandes écoles. Donc elle est, alors soit par conviction, soit par manipulation, elle est dans la je pense que c'est l'impact finalement du marketing sur nos vies. Tout est devenu case, tout un atout physique, un atout de genre, de race, etc. Et on essaye comme ça de créer des communautés qui vont des vrais problèmes de ceux qui vont être aussi victimes de cette discrimination, de la façon dont on ne fait plus les lieux de rencontre, les lieux où on peut brasser des humains sont fermés puisqu'on ne peut plus se rencontrer, donc tout devient encore dans la bulle de filtre contrôlée par les milliardaires des vous ne verrez que des chats et des selfies, c'est très bien pour vous. Et donc, on continue dans cette bêtise absolue qui est une bêtise marketing. Il n'y a plus d'objectifs humanistes ou politiques. L'ennemi de tout le monde, vous aurez plus de lutte des classes, vous aurez plus rien. Finalement, les vrais problèmes seront enterrés sous le tapis et ce sera une lutte pour la survie de chacun. Beaucoup de jeunes finalement tombent dans le panneau, trouvent ça génial parce que c'est de l'affirmative action. On se dit ah oui, les États-Unis font ça, mais c'est un piège. Je pense que c'est un piège. Que le gouvernement, dans son intégralité, ait décidé pour mettre sous le tapis les problèmes sociaux. Chiappa n'est pas du tout sur la même ligne, non, pas du tout. Pas du tout. On va parler du confinement, vers un confinement, mais que le couvre-feu à 18h sur l'ensemble du territoire n'est pas suffisant. Sur la table, plusieurs scénarios de reconfinement, dont un reconfinement de février, un confinement moins dur pour les plus jeunes, la gestion des commerces. On voit que ça n'a pas encore été tranché dans la tête du président. Est-ce qu'il faut, peut-être on va prendre les choses une par une, est-ce que sanctuariser les vacances de février, donner les mêmes zones, enfin prendre toutes les mêmes zones? Alors, il y a une donnée dont je ne dispose pas et qui est entre les mains de l'exécutif, c'est quel est le niveau de contamination dans l'éducation nationale. La fermeture d'une école avéré que le variant anglais, qui est plus contagieux manifestement chez les enfants, met les enfants et les écoles en danger. Oui, il y a probablement la moins pire des solutions. En tous les cas, moins pire que 2 mois que nous avons connu.
le sujet de la jeunesse, de nos jeunes étudiants notamment. Je crois que nous avons le devoir mettre en place des mesures dérogatoires pour ces étudiants. Des mesures dérogatoires pour aller travailler, pour aller à l'université, pour aller dans les bibliothèques et pour se réunir. Estimons l'impact psychologique aujourd'hui, l'état de délabrement psychologique au niveau de nos étudiants qui traversent une période extrêmement difficile. Alors, cela, c'est de la solidarité et c'est très bien, mais que nous autorisions en période de restriction les étudiants à bouger serait un juste retour du sacrifice qu'on leur demande. Alors moi, je ne suis pas épidémiologiste, ni personne autour de la table, et ça me gêne toujours beaucoup d'évoquer tous ces sujets parce que j'ai entendu un ferait circuler le virus, puisqu'ils en sont porteurs, donc ils le ramèneraient chez eux aussi d'une certaine manière. Donc la problématique est... C'est un inconscient, voilà. Ouais, c'est l'inconscient qui parle. Voilà. On le salue d'ailleurs. Voilà. Non, mais c'est tout. Australie et qui ferme les frontières de manière drastique, qui empêche l'importation des variants, et nous qui les variants peuvent arriver, c'est pas grave puisque c'est une déclaration de bonne foi et les tests PCR, si vous venez à cheval, en voiture ou à pied, ça sert à rien de toute façon. Donc on est dans un délire réellement. Et on cherche à éradiquer un maximum la circulation du virus, donc on ferme les frontières et on fait un confinement dur, mais sur un temps court. Faire qu'on confine, on n'appelle plus ça confinement. Et je pense que c'est ce qui va se passer. Vous allez avoir une prise de parole d'Emmanuel Macron ce week-end ou la semaine prochaine qui va appeler ça, je ne sais pas comment, en disant on ne va pas... et ça s'appellera je sais pas comment la grande mascarade pour dire bah voilà, on continue à faire le virus en attendant les doses qui on a vu vacciner les premiers et finir avec les parce que ce que dit Alexis Poulain, c'est-à-dire le reconfinement dur, ne peut avoir de sens. Donc faire l'un sans l'autre, c'est absolument bancal. Allez, on marque une pause avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi pour commenter l'actualité. Najwa El Haïté, ce qu'on évoquait, ce reconfinement, qui ne veut pas dire grand-chose. Est-ce qu'il sera strict? Est-ce qu'il sera adapté? Je voyais qu'en Indonésie, je l'évoquais là pendant la pub, ils ont décidé de vacciner les 18-50 plus anciens, par définition, bougeaient moins de chez eux. Najwa, sur ce reconfinement, allongement des vacances de février. On parle d'un confinement hybride et plein d'autres types de confinements légers, moyens. Besoin d'être rapidement fixé sur le type et le niveau de confinement retenu par le président de la République, car on le sent, la société française ne verra jamais le bout du tunnel parce qu'à chaque fois, on vous annonce des mauvaises nouvelles, pas de vaccin de l'Institut Pasteur, et puis parallèlement à cela, on vous indique que, et surtout on vous informe que AstraZeneca va pas livrer pour lequel ce laboratoire s'était engagé auprès de l'Union européenne. On apprend là ce matin que Moderna va aussi réduire le nombre de doses qu'elle livre. C'est difficile. Et d'ailleurs, il est intéressant de constater qu'il y a une reprise en main du président de la République en ce qui concerne la communication
qu'il n'y a que le Premier ministre, le ministre de la Santé et le porte-parole qui sont autorisés à parler pour éviter les contradictions. Vraiment d'éviter d'alimenter cette ambiance fortement et Jean-Michel Blanquer n'ont pas dit la même chose, donc vous avez même voilà, donc à un moment c'est vrai que je veux dire ça devient une qui a été dit sur le plateau est extrêmement importante parce qu'on assiste vraiment à un isolement d'un certain nombre d'un jeune étudiant qui déjà bénéficiait de peu de moyens, qui du coup était isolé et vous voyez également les queues devant le secours populaire, etc. Donc on ne peut être que sensibilisé à leur... Oui, après, je n'en sais rien. Alors on n'a pas entendu Judith, Judith Weintraub. Oui, le plus important c'est ce qu'a dit Rafik, pour que la campagne de vaccination en face soit à la hauteur. Absolument. Ce n'est absolument pas le cas. Vous me direz, tous les pays se plaignent beaucoup plus que nous. Et ça, c'est un retard qu'on ne va pas rattraper. Au contraire, puisque vous savez que Franche-Comté et d'autres ont décidé d'arrêter les primo-vaccinations à partir du 1er février. C'est-à-dire que les gens deuxième rendez-vous, normalement, il est pris quand vous êtes vacciné une première fois, mais il n'y aura pas de primo-vaccination. Chose qui mérite aussi, je trouve. Je vais allonger le délai entre la première et la deuxième vaccination. Certains pays ont décidé de le faire, notamment la première vaccination. Israël l'a fait également et on voit un effet extrêmement positif parce que notamment en réa ou dans les services dédiés Covid, dans cette population-là, les personnes vaccinées c'est casser la figure. En Israël, ils ont un problème avec les orthodoxes, les juifs orthodoxes qui ne veulent pas se faire vacciner. Qui ne veulent pas se faire suivre les consignes et qui se font vacciner, ça marche très très bien. Nous, ça ne pourra pas marcher. Non, parce qu'on n'a pas les doses. Et ce choix a été fait alors que actuellement, un premier vaccin protège entre 30 et 50%. Donc, ça veut dire qu'on a choisi de protéger une population beaucoup plus large. Je trouve qu'il y a matière à débat. Oui, alors, non, tout à fait. Alexis ? Plusieurs choses sur les vaccins. Internationaux, la France notamment, qui voit Sanofi abandonner la course au vaccin pour d'autres solutions. Elle n'abandonne pas le fait, parce qu'il n'y a pas que le vaccin. Travaille sur des anticorps de synthèse en aérosol et d'autres solutions. Non, qui sera commercialisé dans 18 mois. Mais je veux dire, il ne faut pas tout mettre. C'est un labo français, donc soyons heureux. Parce que dans cette crise des doses de vaccins, l'attitude des labos est scandaleuse. Il faut rappeler Pfizer qui finalement flacons, on va vous livrer moins de flacons, puisque les contrats disaient tant. Vous avez Moderna qui va livrer moins également, en disant attendez, nous on va d'abord livrer les Anglais.
capacité de production sur le sol européen de ses usines en Belgique. Du coup, se retrouve obligé de fermer ses usines pour pouvoir produire plus à partir de février. Donc les labos sont là pour faire du Et ce matin, Axel Kahn a gueulé en disant qu'il faudrait que l'OMS rentre dans la danse et qu'on fasse quelque chose. Parce que là, les labos sont en train de mener les gouvernements par le bout du nez. Bien et les sûr. contrats. Mais enfin, s'ils étaient là pour faire du poste sans usine, ils auraient vous vous rendez compte pour faire du pognon. La rareté rend le truc cher. Et aujourd'hui, ils font monter les prix. Tout simplement. Moi, ce que j'aimerais, c'est que les contrats qui ont été signés au niveau de la Commission rendu public avec CureVac, contrat où il est biffé, c'est-à-dire que tous les paragraphes sur les prix, sur les responsabilités, sur les lieux de production, sur les dates de livraison, tout ça en Europe, soit rendu public, qu'on sache comment se sont fait berner les autorités européennes par les labos, par les lobbies. Est-ce qu'on en est là aujourd'hui? Mais on en est là, parce qu'aujourd'hui, que dit le ministre de la Santé, Olivier Véran? Il dit non mais c'est contradictoire ce que vous dites. Mais s'ils sont là pour faire du fric, bah, ils ouvrent des usines et ils en vendent 100 fois plus. En vendant des petites fioles. Monsieur Poulain, vous dites que les labos sont là pour faire du fric. Je rappelle que ce sont des entreprises privées. Bah oui. Et que le but d'une entreprise privée, c'est qu'au bout de à peine 1 an de virus, on a réussi à mettre en place quasiment à grande échelle un virus d'un genre nouveau qui va révolutionner la médecine. Tout cela, on le doit à l'économie de marché. Donc ne balançons pas le bébé avec l'eau du vin. Soyons honnêtes. Et je voudrais juste, et ensuite vous... labos qui ont investi, certains se sont plantés et durement plantés, d'autres ont réussi et c'est tant mieux pour eux. S'il y a un échec aujourd'hui, c'est l'échec de la technocratie européenne. Les États-Unis m'ont donné les moyens de construire des usines, ils ont mis de l'argent sur la table et c'est ce qui fait qu'on est en avance. Alors que pendant ce temps-là, l'Union européenne, ça a mis des mois avant de... incapable de nous accompagner industriellement, sachant que nous, Moderna, on n'a pas les moyens logistiques d'être bons, eh bien, il est là le problème. Il faut regarder les choses en face, il faut dire les choses. On n'a pas le droit intellectuel. C'est les big pharma, c'est la recherche, c'est la science. La science, c'est la solution, c'est pas le problème. Le problème, c'est la technocratie. Deux choses. D'abord, ces labos demandent de l'argent. 2 fois elle gagne. Et ensuite, sur la responsabilité, elle s'en dégage en disant c'est les États qui vont gérer. Et puis, sur les lois du marché, Sanofi qui ferme 360... Les labos sont là pour autre chose que du profit à court terme. Non mais c'est pas des ONG. Même la recherche c'est pas des ONG, c'est des entreprises. C'est pire que ça, c'est des entreprises subventionnées qui en plus... promesse d'Emmanuel Macron. Ce vaccin doit être un bien commun de l'humanité. Bon bah voilà, qui mettent les mots sur la table et qu'en face ils prennent ses responsabilités. Bout du nez les gouvernements et nous-mêmes par le bout du nez. Allez, on marque une pause, on se retrouve dans un instant, on aura un étudiant en ligne, Noé, qui voulait réagir. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi avec Rafik Smati. On a Noé au téléphone avec nous. Pardon Noé de vous avoir fait attendre. Bonjour. Bonjour, vous êtes étudiant? Oui, c'est ça, je suis étudiant en droit à l'université. Oui, j'ai été frappé quand vous avez parlé des universités. Effectivement, vous avez pointé du doigt l'incohérence totale dans la ferme. Les BU sont toujours ouvertes sur rendez-vous, mais on peut se rendre encore à l'université pour étudier. On n'a plus de cours et on n'a plus de TD. Mais les facs ne sont pas fermées. De fait, elles ne sont pas fermées. Là, il va y avoir une ouverture avec une jauge à l'antenne d'Assas à Melun. Donc ça draine sur tout le département de Seine-et-Marne. Tout le monde met 1 heure, 2 heures pour se
Dans la situation des étudiants, vous le vivez comment et est-ce que vous pensez qu'on aurait dû effectivement laisser les cours avoir lieu? Parce que vous ne pouvez pas assister à des cours ni à des TD. Oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que dans une optique de suppression totale de tout bras, elle l'était au début du premier semestre, avec une jauge à 50%, sachant que dans les amphis, en réalité, on est à peu près à 50%. Parce que les étudiants ne viennent pas tous en amphi. Donc oui, rouvrir les universités, même si ça plaît pas, même si c'est stress psychologique des étudiants à l'heure actuelle. Il y en a plus d'un tiers qui sont à la limite de la dépression. Je crois que c'était des chiffres qui avaient... Oui, je sais, mais je plaisantais. Ce qui est terrible dans la réponse Merci du gouvernement. Noé de votre témoignage. Merci de ce témoignage. On a fait une émission, un article sur cette par le feu qui à Lyon il y a un an déjà, parce que les conditions de vie des étudiants étaient terribles et c'est terrible de voir que ça ne s'est pas amélioré. Alors il y a quand même aux étudiants quand même de se nourrir, parce qu'on les voit de plus en plus nombreux devant les soupes populaires, les banques alimentaires, etc. Mais pour ce qui est de la détresse psychologique, c'est assez scandaleux de voir que de psychiatre. La réponse, c'est un chèque psy qui sera donné pour que vous ayez un temps d'attente ou un numéro vert, encore une fois. On peut pas répondre à cette le temps d'avoir un rendez-vous. Donc les étudiants, c'est assez terrible parce qu'ils sont séparés de leur famille, ils sont dans 12 mètres carrés au mieux parfois et est totalement cassé et il n'y a plus de lieu. Et si en plus vous avez le malheur de vouloir faire des dîners entre amis, alors vous êtes un dangereux séditieux. Qui est fait pour cette génération. Ouais. Alors, je voudrais qu'on revienne sur le sujet que vous évoquiez. Alors, ce qu'en pense Judith Van Traub et Najwa El Haïty sur la pénurie. Judith. J'ai pas dit ça, elles font monter les prix. Bah oui, donc elles organisent la pénurie. Oui, moi ça me paraît côté en quand ça fonctionne bien et quand il arrive à vendre un maximum, pas quand il n'arrive pas à fournir ni à honorer. Là, on est devant l'échec de la technocratie européenne, qui d'ailleurs fort logiquement reproduit. Européens, c'est comme nos technocrates nationaux, c'est pas les meilleurs c'est comme nos politiques nationaux, pardon, ce sont pas les meilleurs. Avec une évaluation des coûts comparatifs complètement délirante. Uniquement, d'après les chiffres de Bruno Le Maire, un mois de confinement, ça coûte 16 milliards d'euros. Européenne, c'est autour d'une trentaine de milliards d'euros. C'est-à-dire qu'en 2 mois de confinement, on a compensé, on a dépassé le coût de faillite technocratique et politique et pas du tout une faillite de l'économie de marché. Oui, Najwa ? C'est son échec, mais je rappellerai que la santé publique n'est pas une compétence de l'Union européenne et d'où les couacs les laboratoires. Moi aussi, je vais être sévère vis-à-vis des laboratoires. Je suis désolée. Il y a eu des contrats qui ont été signés.
L'Union européenne s'active face aux avocats aussi des laboratoires parce que voilà, il y a un objet dans le contrat. Quand on peut pas, que ce qui a été dit, c'est que vous avez aussi des laboratoires. Monsieur qui citait Sanofi. Sanofi a supprimé des emplois alors qu'il a bénéficié des crédits d'impôt recherche. Les laboratoires et leur demander des comptes. Et je trouve qu'on ne le fait pas assez. Ou bien pas de subvention publique. Je crois que vous mélangez plusieurs choses. Le crédit impôt recherche, c'est un crédit d'impôt auquel chaque entreprise qui est sur le territoire français a le droit dès l'instant où elle est dans la recherche. La recherche, ça ne veut pas dire que l'on trouve. Je sais très bien ce que des emplois de chercheurs. Non mais madame, le crédit impôt recherche, le crédit impôt recherche, c'est pour rechercher. Et vous n'êtes pas sans savoir que dans l'industrie pharmaceutique, une qui réussit. Donc là, c'est un fiasco industriel et je peux vous dire que Sanofi sera probablement lourdement pénalisé, notamment par ses investisseurs. Et je vais vous dire, si vous m'en donnez l'autorisation, Valérie Expert, revenir sur quelque chose que j'entends, alors pas forcément sur ce plateau, mais en général, Covid-19, le coronavirus, a été inventé par une sorte de complot pour promouvoir, pour aider les suivants. Est-ce que vous pensez, si tant est, qu'il y ait un complot mondial? Est-ce que vous pensez que ce complot aurait pris le risque de mettre à plat les assurances en situation de quasi-faillite, tout ça pour profiter à 3 ou 4 ou 5 grosses entreprises pharmaceutiques? Ça n'a pas de sens. Qui dit complot, dit grande organisation et dit, c'était Michel Rocard qui disait ça, grande finesse intellectuelle. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est une grande improvisation, c'est une grande mascarade. Tout ce qui a été... tout ce que l'on vit ces derniers temps, c'est précisément parce qu'il n'y a plus, et en particulier dans l'Union européenne, il n'y a plus de vaccin, du cas d'Israël, avec la nécessité d'un reconfinement fort, mais avec une vraie stratégie vaccinale. On n'a plus tout ça, on n'a plus de vision de conquête, et aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui. Oui. Mais on se retrouve effectivement avec ces amateurs fiers qui sont obligés de payer des cabinets de conseil très chers pour faire leur boulot. J'ai parlé avec le député Lambert qui lui avait remis un rapport France Logistique à l'époque à Emmanuel Macron, ministre de l'Industrie, qui avait été très bien reçu. Et puis ce rapport... On leur propose des solutions et tout ça finit dans des tiroirs ou bien on recommence, on réinvente la roue. À un moment, il va falloir quand même se demander parce qu'on dit à chaque fois ça coûte compte de Bercy, tous ces gens dans les ARS, etc. À un moment, il va falloir se poser la question de tous ces salaires de gens qui finalement ne servent à rien. La technocratie, elle a bon dos. Pour faire le boulot des gens. Attendez, pas tous en même temps. Judith Weintraub. Au bout de la chaîne, il y a des politiques. Oui, c'est ce que je dis. L'honneur du politique, c'est de ne pas se faire mener par le bout du nez. Alors que maintenant, il se défaut sur la technocratie pour expliquer l'erreur des masques, des tests et aujourd'hui de la vaccination. Quelle issue vous voyez à cette pénurie de vaccins? On a vu encore une fois Martin Hirsch envoyer un mail hier pour dire qu'il n'y aurait plus de première. Qu'on n'a pas demandé aux usines, aux autres usines un peu partout de parce qu'on n'a pas signé vaccins. les bons contrats. Et puis en termes de planification, la Seine-Saint-Denis, qui est un des départements qui a été les plus
plus, parce que les gens n'y vont pas, parce que c'est un département où il y a des jeunes. Et comme dit Judith, parce que c'est un département très jeune. Et surtout. Conseil général, dire que des gens venaient de la région parisienne pour se faire vacciner, puisqu'il y avait des places en Seine-Saint-Denis. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de réservation de fait dans ces centres de vaccination. Que faut-il faire? Eh bien, nous mettre en économie de guerre. Nous mettre en économie de guerre, c'est considérer que le vaccin n'est pas un coût, mais un investissement. C'est considérer que parce qu'il ne s'agit pas de spolier qui que ce soit à quelque laboratoire que ce soit. Je voudrais citer le généticien Axel Kahn qui dit à juste titre que la accessible. Donc nous avons la possibilité, à condition qu'il y ait une vraie volonté politique, de mettre toute l'économie, et y compris de solliciter les Voilà, et par rapport à ça, par rapport à ce qui vient d'être dit, c'est vrai que Joe Biden, le nouveau président des États-Unis, c'est ce qu'il a annoncé, c'est-à-dire obtenir des licences. Hop, mince. Ah, si, on vous entend. Bon. Ne faites pas peur. Il n'y a pas de nouveau cambriolage, vous inquiétez pas. Doivent produire donc sous licence, mais aussi pour produire même des aiguilles nécessaires pour aller du magique, mais en tous les cas, voilà, il y a une vraie économie de guerre qui est mise en place aux États-Unis, et c'est vrai que ce serait bien qu'on fasse de même en France. Oui. Changer complètement Sud Radio en invitant des macronistes. Mais est-ce que la vaccination, le Covid est un sujet? C'est ce qu'on m'a reproché. Sur la défiance par rapport au gouvernement. Avec le gouvernement. Oui, on n'a pas été particulièrement aimable avec ce gouvernement, mais je suis étonnée. Si vous portez un masque, eh bien vous êtes macroniste. Est-ce que c'est une question politique? C'est quand même. C'est devenu. Non, mais je vais vous dire, si Emmanuel de ce clivage absolument absurde, il y a tellement de choses à critiquer sur le gouvernement. Maintenant, être pro-vaccin, c'est pas être pro-Maxon. Qui promet de nous annoncer un certain nombre de changements. Donc très bon week-end à l'écoute de Sud Radio, pardon.